Bienvenue sur Sans Patate, je suis Pierre-Emmanuel. Dans cette vidéo, je vais analyser deux entreprises que je suis depuis plusieurs années, que j'avais déjà analysées en 2020, 2021, 2022 et sur lesquelles je ne me suis jamais positionné car je les jugeais mal valorisées. Vous allez comprendre pourquoi je les considérais trop chères et vous allez comprendre, ou du moins je vais tenter de vous expliquer pourquoi je pense qu'aujourd'hui elles sont à des valorisations attractives et qu'on a des très bons points d'entrée sur ces deux entreprises. La première, c'est Mercado Libre et la deuxième, c'est Amazon. Sans plus attendre, je vais commencer par Mercado Libre. Alors, Mercado Libre, on voit que le cours est stable depuis 5 ans. L'entreprise était un petit peu moins l'action était un petit peu moins de 2000 $ il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a 2075. Ça fait 6% de croissance en 5 ans, on dit que c'est stable. Et c'est une entreprise d'une capitalisation de 105 milliards. Alors, Mercado Libre, que font-ils? C'est un mélange entre Amazon et une fintech. Donc, c'est un modèle qui se rapproche plus de Alibaba sur le marché latin, Amérique latine, avec comme principaux marchés Brésil, Mexique et Argentine. C'est donc le leader commerce fintech en Amérique latine. Il y a une plateforme e-commerce, paiement, logistique, pub, crédit. Le tout est intégré dans un même écosystème, ce qui fait un écosystème captif, comme on voit souvent sur la tech chinoise. La mission est de démocratiser l'accès au e-commerce et aux services financiers en Amérique latine. Leurs principales activités, la marketplace e-commerce, la mise en relation entre vendeurs et acheteurs, la logistique, expédition, stockage, gestion des retours, les paiements et services financiers qui sont importants, c'est une part importante du service proposé, traitement des paiements, services financiers, crédit. Il y a des revenus qui sont générés par de la publicité, la monétisation de l'audience via des formats sponsorisés. Et enfin, ils font, comme je vous l'ai dit, des crédits conso et marchands, ce qui est un fort levier de croissance et de monétisation de l'écosystème. Alors, pour donner un ordre d'idée de la taille de Mercado Libre, c'est 100 millions d'acheteurs uniques chaque mois. Et si on compare par rapport à la taille des pays en Amérique latine, on verrait que ce serait si on considère Mercado Libre comme un pays, ce serait le troisième plus grand pays d'Amérique latine. C'est donc une entreprise qui est déjà très bien implantée sur ces marchés et qui est difficile à concurrencer parce que sur ce genre de métier, généralement, quand il y en a un qui a une position dominante, c'est très difficile de partager le marché. On va regarder un petit peu l'action et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouvais l'entreprise trop chère il y a 5 ans et pourquoi aujourd'hui je pense qu'elle est beaucoup mieux valorisée. Alors ce qu'on voit, et ça c'est un premier point très important, c'est que c'est une entreprise en très forte croissance. Là où le cours de l'action est flat, donc de 2000 à 2075, c'est-à-dire 6% de croissance en 5 ans, le chiffre d'affaires a une croissance régulière et spectaculaire. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, 7 milliards en 2021, 11 milliards en 2022, 15 milliards en 2023, 21 milliards en 2024, 26 milliards en 2025. On est sur une excellente dynamique de croissance et généralement, les entreprises en croissance se paient plus cher. On retrouve la croissance dans les valorisations des entreprises, surtout les entreprises tech, car une tendance de croissance signifie des profits futurs dans les années qui suivent. Donc, si le cours a été stable, c'est en aucun cas parce qu'il y a un problème de croissance. L'évolution du cash flow opérationnel, alors à l'instar de la croissance, le cash flow opérationnel est en croissance constante et régulière, 1 milliard en 2020-2021, 3 milliards en 2022, 5 milliards en 2023, 8 milliards en 2024 et 10 milliards en 2025. Alors, comme je vous disais que c'était une entreprise qui valait 105 milliards, 10 milliards en 2025, mais une entreprise qui paye 10 fois le cash flow personnel, ce qui est très peu. C'est une valorisation d'une pétrolière ou d'une entreprise qui fait des utilities. C'est pas du tout une valorisation d'une entreprise tech en forte croissance. Tout dépend du bilan et évidemment, si l'entreprise est noyée sous les dettes, ça ne doit pas se payer très cher. Pour rappel, je regarde le cash flow personnel beaucoup plus que le résultat opérationnel net, qui me vaut souvent des questions. La raison est la suivante. Il y a 4 usages principaux cash flow personnel. Financer des investissements, ce qui permet la croissance future de l'entreprise, rembourser la dette le cas échéant, payer un dividende ou enfin racheter l'action pour faire monter le titre. Quand on a des entreprises comme PayPal
qui, malgré une forte génération de cash et un bilan solide, voient leur titre stagner à cause d'un sentiment de marché négatif. C'est important vraiment de comprendre que c'est la génération de cash qui fait la croissance future. Le résultat personnel net, c'est une donnée comptable, le cash, c'est une donnée tangible. Alors, en termes de valorisation, quand je dois regarder en 2020-2021, on avait une entreprise qui valait 84 milliards de dollars et qui faisait 1 milliard de cash flow personnel, ce qui faisait un ratio de valorisation de 71. Alors, sur ma dernière vidéo sur ASML, qui est une entreprise qui a un avantage concurrentiel et stratégique très fort, je vous disais que l'entreprise se paye 40 fois le cash flow personnel et que je trouve ça absolument immense. Là, on avait une entreprise qui se payait 70 fois le cash flow opérationnel et qui cherchait à s'implanter sur un marché où elle pourrait être en concurrence avec d'autres, et notamment Amazon, qui sait s'implanter sur des marchés, pas tous, hein, mais qui sur des marchés proches ou dans sa zone géographique sait s'implanter. Donc 71 fois le cash flow pour une entreprise qui n'a pas un avantage compétitif structurel bien établi, pour moi, c'était beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que 2021-2020, j'ai analysé et j'ai décidé de ne pas me positionner. La conclusion étant que c'était beaucoup trop cher. Si on avance à 2024-2025, la capitalisation n'a pas trop bougé, comme quoi c'était trop cher. Et ça vaut la peine vraiment de regarder ces ratios de valorisation. Donc, toute la croissance était déjà pricée en 2020. Il y a eu de la croissance en 2024, on est au même prix. L'entreprise vaut toujours 86 milliards, 84, 86, c'est la même chose, sauf que avec la croissance, la génération de cash a beaucoup augmenté et le ratio a énormément chuté. On a une entreprise qui se paye 11 fois en 2024 le cash flow personnel et 10 fois en 2025. Et là, on est sur des prix d'entrée très attractifs pour peu que le bilan soit solide. La dynamique commerciale est excellente. La croissance du chiffre d'affaires se traduit par une croissance du cash flow personnel. Donc, on a des marges bien gérées. Et on a une valorisation qui est proche d'un Saint-Gobain, d'un Total, ou toute entreprise qui ne séduit pas les investisseurs et qui n'a pas de belles perspectives de développement. Il faut regarder l'évolution du bilan, la dette, le shareholder equity, pour savoir si toute la génération de cash pourra servir de retour à l'actionnaire ou si ça servira seulement à rembourser une dette trop importante. Et dans le cas de Mercado Libre, s'il faut le dire à l'espagnol, on a une dette nette de 5,8 milliards en 2025 pour un cash flow personnel de 10 milliards, donc un ratio de 0,6. Donc il n'y a pas vraiment de sujet d'endettement. On voit que l'entreprise s'endette quand même, donc ça c'est quelque chose à surveiller. On avait une dette nette négative, c'est-à-dire pas de dette en 2020, et là on est sur 6 milliards. Donc le ratio n'est pas inquiétant du tout. Ce qu'il faut surveiller, c'est l'évolution, qu'on n'arrive pas sur 10, 15, 20 milliards de dettes et un ratio qui se dégrade. En l'état, il n'y a rien d'inquiétant. Le shareholder equity, bon, c'est une entreprise relativement récente qui est dans une logique de croissance et de conquête de parts de marché. On a un shareholder equity qui monte structurellement, passant de moins de 2 milliards en 2020 à un peu plus de 6 milliards en 2025. La dynamique est bonne et le ratio capitalisation sur shareholder equity a beaucoup diminué, ce qui veut dire que le shareholder equity augmente et la capitalisation, comme on l'a vu, est relativement stable. Ma conclusion sur Mercado Libre, c'est que c'est une entreprise qui était trop chère il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand l'action valait un petit peu moins de 2000 et que la capitalisation tutoyait déjà les 100 milliards, à cette époque, toute la croissance future qui était avérée était déjà pressée et c'est pour ça que le titre a stagné depuis 5 ans. C'est pour ça que c'est très important quand vous voyez un super business avec des bonnes perspectives de croissance, une bonne stratégie, il ne faut pas forcément l'acheter. Même si c'est un super business, il faut regarder le prix auquel on l'achète. Et Mercado Libre est un cas d'école, super business, super croissance, un produit innovant, un positionnement parfaitement adapté à leur marché où il y a beaucoup de personnes qui sont débancarisées. Pour moi, c'est quand même très inspiré des modèles chinois et peut-être que les Américains n'ont pas su faire sur ces marchés parce que ça revenait à un changement de stratégie, développer des nouveaux produits. Et donc, ils ont une position forte. En revanche, toute cette
toute cette perspective de croissance était déjà précis il y a 5 ans, le titre était flat. Aujourd'hui, on est sur des ratios de valorisation qui sont très attractifs, 10 fois le cash flow pour une entreprise sans dette, en forte croissance, avec une stratégie solide. Pour moi, c'est un bon point d'entrée et je vais donc prendre une position Mercado Libre qui va rentrer dans mon portefeuille tech. Alors, comme vous le savez, je réplique un ETF tech avec que des entreprises tech que je juge bien valorisées. Pourquoi c'est important? Je veux éviter les valorisations absurdes. Palantir, c'est mon exemple de référence. Et je regardais encore Tesla. Je sais qu'elle est passée de Tesla, mais c'est une entreprise qui vaut 1500 milliards et qui fait 10, 15, 20 milliards de cash flow personnel. Autrement dit, ils font pas beaucoup plus que Mercado Libre, ils font pas beaucoup plus que Total, et ils valent littéralement 15 fois plus. Mercado Libre, pour moi, c'est un point d'entrée. Il n'y a pas des risques immenses, il y a des risques géopolitiques essentiellement. Les plus gros marchés sont le Brésil et l'Argentine. S'il y a des secousses politiques, des problèmes gouvernementaux, des révolutions d'extrême gauche, chavistes ou autres, ça impactera évidemment. Après, bon, comme ceux qui suivent la chaîne savent, j'ai toujours une vue de long terme, sur 5-10 ans, je pense que le risque est très limité. Voilà pour Mercado Libre. Deuxième entreprise dont je veux vous parler, c'est Amazon. Alors Amazon, ceux qui suivent la chaîne savent que je suis très sceptique, et ce depuis très longtemps, et pourtant c'est une des entreprises que j'évalue régulièrement, notamment la comparant aux autres GAFAM. Et j'ai souvenir de moi plusieurs vidéos où je vous dis Amazon, moi j'aime pas pour deux raisons. Un, c'est très cher, et deux, surtout, j'aime pas le business model parce que, à part le cloud, c'est un business de marge qui est par nature pas très rentable. L'exemple simple, c'est que quand vous commandez une brosse à dents à 80 centimes sur Amazon, il y a beaucoup de coûts pour qu'elle soit livrée jusqu'à chez vous, mais quelle rentabilité pour l'entreprise? Alors, si on regarde depuis 5 ans, Amazon, c'est la courbe en bleu foncé. Amazon a fait 50% de croissance sur 5 ans, c'est-à-dire bien moins que les autres GAFAM, et surtout moins que l'indice de référence S&P 500. Donc, quand je vous disais dans mes vidéos il y a quelques années qu'Amazon pour moi était trop cher, encore une fois, c'était basé vraiment sur des ratios, et ça s'est retrouvé dans l'évolution boursière de Amazon. Alors, Amazon, comme je vous disais, j'ai toujours eu un problème avec la façon dont on gagne de l'argent. En orange ici, c'est le chiffre d'affaires du Q3 2025. Ils ont fait 180 milliards pour un net profit, ça c'est du comptable, de 20 milliards. Donc c'est 1 pour 9. D'accord? Donc c'est pas une marge fantastique. Et sur ces 20 milliards, il y a 10 milliards de résultats opérationnels. Donc c'est plus 10 milliards le résultat. Si on enlève l'événement exceptionnel, je ne sais pas à quoi il est dû, mais c'est pas quelque chose de récurrent. Donc ce serait 1 pour 18. Et si on regarde sur ces 10 milliards de profits qui restent, on voit qu'il y en a 11 qui sont, enfin, avant impôt, qui sont de Amazon Web Services. Et c'est le cœur de mon analyse de Amazon, c'est que toute la rentabilité vient de AWS. Et AWS, alors, ils étaient en position forte, dominante, c'est des précurseurs, je n'enlève rien au génie des équipes d'Amazon d'avoir su développer et opérer cette activité. Mais c'est un business sur lequel ils sont par nature très concurrencés. Il y a Azure, c'est Microsoft, il y a Google Cloud, il y a les Chinois, OVH. Bon. Quand on a des telles marges et en telle position forte, il n'y a pas une barrière d'entrée très forte, c'est très capitalistique, pour répliquer ça pour d'autres acteurs, et c'est bien ce qui s'est passé. Alors, ils restent dominants, ne me faites pas dire ce que je dis pas sur le cloud, mais alors pour moi, leur vache à lait était une activité sur laquelle ils étaient très concurrencés, et toutes les autres activités qui contribuent assez largement au chiffre d'affaires ne se retrouvent pas dans le résultat parce que ce sont des activités à très faible marge. On voit qu'on a un cost of sale de 88. Donc sur les 180, on enlève 88 milliards, il reste le gros profit. Et après, il y a les coûts d'opération. Donc une de mes grandes réticences sur Amazon, c'est que à part le web services, la myriade d'autres business qui sont tous certainement très intelligents, je leur dis sur un pas, sont des business à plus faible marge. Et en termes de rentabilité, finalement, la marge que vous dégagez, c'est votre rentabilité à long terme. J'ai changé ma vue sur Amazon. Comme une vue sur AWS, on voit qu'il reste en très forte croissance. Malgré la concurrence accrue, ils sont sur un marché qui croît. Je ne sais pas s'ils gagnent des parts de marché, mais en tout cas, en valeur absolue, c'est une croissance constante à la fois du chiffre d'affaires en orange et
du résultat opérationnel et on voit vraiment encore une fois que Amazon Web Services est l'entité qui fait le résultat assez largement, du moins pour l'instant, de Amazon. Un élément à prendre en compte pour Amazon, et ça j'ai mis du temps à le réaliser, c'est qu'ils sont très en avance sur la robotique. Amazon a acheté en 2012 la société Kiva Systems pour 775 millions de dollars, qui est devenue Amazon Robotics. Et je vous invite à regarder des vidéos de Amazon en ligne où on voit leurs entrepôts, c'est complètement mécanisé. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans mon analyse. Et je me suis intéressé à la robotique chez Amazon quand j'ai vu qu'ils avaient à Las Vegas des véhicules autonomes à la Waymo, à la Tesla, à la Apollo de Baidu. Donc ils savent faire ça. Et en creusant ce sujet des véhicules autonomes, je me suis intéressé à l'organisation de leur centre logistique où tout est largement robotisé. Et la robotique, comme on voit avec Tesla, je ne sais plus comment ça s'appelle, Optimus Tesla, c'est certainement un des grands leviers de croissance et de développement des années qui viennent. Et c'est pas pour l'instant valorisé dans leurs activités. Et je pense qu'ils ont un avantage très fort là-dessus, sur la robotisation et l'autonomisation de beaucoup de centres logistiques. Et je pense que ça va être un des relais de croissance très importants de Amazon. D'ailleurs, je vous renvoie au All-in podcast où ils en parlaient récemment. Alors maintenant, en termes de valorisation, et ça c'est une slide que j'avais déjà prise dans la vidéo que j'ai faite avant Noël, quand je comparais les GAFAM. Alors on voit encore une fois que Amazon a cru d'à peu près 50% sur 5 ans, là où les autres ont cru de 220%, 141, 180, 150. Donc Amazon a largement sous-performé ses pairs. Et ce qui est très contre-intuitif, c'est que alors qu'ils ont la pire performance sur l'action, ils ont la meilleure performance sur le cash flow opérationnel. Et je reviens sur cette notion de cash flow opérationnel qui est très importante, parce que le cash flow opérationnel n'est pas manipulable, contrairement au résultat opérationnel net, où on peut jouer sur les provisions, des exemples de provisions, des dépréciations. Le cash, c'est ce que vous avez en banque, la génération de cash, le différentiel de votre solde de banque en début d'exercice et en fin d'exercice. Et sur Amazon, on a une croissance hallucinante de 32% par an entre 2021 et 2025, qui est largement plus forte que les autres. Donc Apple était flat et les autres, c'était entre 10 et 15%. Donc au moment où l'action était à peu près stable ou sous-performait ses pairs, il y a une génération de cash très forte. Donc ça, c'est un premier indicateur très important. Deuxième indicateur, c'est la valorisation de Amazon, qui était trop cher au moment de la folie du tout digital du Covid, 37 fois le cash flow opérationnel, et qui aujourd'hui se paye 20 fois le cash flow opérationnel. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui se paye 16% de moins que la moyenne du cash flow opérationnel des 5 dernières années. Et c'est la seule qui se paye moins que son cash flow moyen et que son ratio de valorisation des 5 dernières années. Google, qui se payait 13 fois le cash en 2022, se paye 23. Microsoft, qui se payait 22 fois, se paye 22. Et Amazon, qui se payait 37 et 22 en 2022, se paye 20 fois. Donc, encore une fois, l'entreprise était trop chère il y a 5 ans. Et aujourd'hui, elle est sur un niveau de valorisation qui me semble très raisonnable. On voit qu'il n'y a aucun problème de génération de cash au niveau de Amazon. Et surtout, je pense qu'ils ont un relais de croissance très important dont on parle encore très peu, au-delà de l'activité AWS qui est encore en forte croissance. Ils ont un relais de croissance important sur la robotique. Et le modèle Amazon, je pense, peut être répliqué dans beaucoup d'autres centres logistiques si d'autres entreprises sont prêtes à faire l'investissement. Ce qui est sûr, c'est qu'Amazon a des années-lumière d'avance sur tout ce qui est autonomisation de ces centres logistiques. Et je pense que c'est, encore une fois, un des relais de croissance très fort. Ce qui me convainc qu'on a un point d'entrée important, intéressant sur Amazon, ça reste la valorisation. Mécaniquement, il devrait y avoir un retour à une valorisation proche des 24-25. Je pense donc que dans la logique de construire un ETF tech qui exclut les entreprises mal valorisées, je vais ajouter une position Amazon dedans, en plus de Mercado Libre, parce que
parce que c'est difficile de savoir sur des entreprises aussi grandes avec une telle puissance d'investissement, d'où les prochaines innovations de rupture peuvent arriver. Amazon, ils sont aussi, avec Anthropic AI, très présents sur l'intelligence artificielle, ils sont très présents sur la robotisation. Donc pour moi, ça peut être un des grands concurrents de Tesla, même si pour l'instant, on ne le voit pas encore venir, même s'il y a des signaux faibles sur tout ce qui est robotisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc de nouveaux ajouts à mon portefeuille tech, Mercado Libre et Amazon, qui sont, pour conclure cette vidéo, deux entreprises sur des niveaux de valorisation 10 fois le cash flow pour Mercado Libre et 20 fois le cash flow pour Amazon, qui justifient des prises de position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.